En fait, Brecht s'est toujours beaucoup intéressé au cinéma. On sait que, enfin, lui-même raconte dans son journal qu'il allait voir beaucoup les films muets quand il était dans sa Bavière natale. Même c'est quelqu'un qui parle des souvenirs des films muets montrés à la foire d'Augsbourg, donc sa ville natale. Et il avait une grande admiration pour Chaplin apparemment, surtout, enfin comme beaucoup d'intellectuels européens de toute façon. Il était un peu fasciné par Charlot à l'époque du muet. Et d'ailleurs, c'est de cette époque-là que date le premier film de Brecht, qui est une sorte de court-métrage de 15 minutes qui s'appelle Les mystères d'un salon de coiffure, qu'il a plus ou moins réalisé lui-même avec un copain et qui met en scène Karl Valentin, qui était un comique bavarois à l'époque, qui a écrit des sketchs formidables qu'on continue à jouer au théâtre et qui était un peu le clown de service ou le Chaplin de Munich. Et donc Brecht l'avait convaincu de tourner un court-métrage avec lui. Et donc c'est une espèce d'exemple de burlesque bavarois des années vers 1918-1919. Ensuite, plus tard, il a fait une deuxième expérience au cinéma, c'était au tout début des années 30 à Berlin, en 1930. Il a tourné un film bizarre qui s'appelle Koele Wampe, qu'il n'a pas tourné tout seul non plus, qu'il a tourné avec Zlatan Dudo, qui était un réalisateur allemand de l'époque, et qui est un film étrange parce que c'est un film à moitié documentaire, à moitié fictionnel, qu'ils ont tourné avec l'aide des organisations de jeunesse communistes, voilà, proches du Parti communiste allemand. Et donc c'est une chose assez étonnante parce que ça ressemble un peu au néoréalisme italien, mais 15 ans avant l'heure. Donc Et alors c'est un long métrage pour le coup, là, d'1h20 dans mon souvenir. Une sorte de... Enfin, il n'y a pas d'autre exemple tellement dans l'histoire du cinéma allemand d'une expérience comme ça. Et alors sa troisième... Alors ensuite il y a eu une expérience au cinéma qui a été douloureuse. Ça a été... l'adaptation par Pabst de l'opéra de Katsu, où en fait Brecht ne s'est pas du tout retrouvé dans cette adaptation, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas que Pabst a été trop fidèle ou pas assez fidèle à la pièce. Au contraire, Brecht lui a reproché d'avoir été trop fidèle et de ne pas avoir inventé une grammaire cinématographique autre que l'adaptation filmée de la pièce. Et à cette occasion, Brecht a écrit son propre scénario qui n'a pas été utilisé par Pabst. Et il a fait un procès à la production aussi. Voilà. Et il a écrit en fait un texte à cette occasion qui s'appelle Le procès de Katsu, où il parle de cette action juridique. Et c'est son texte le plus long sur le cinéma. En fait, il fait un peu la théorie de la production cinématographique. Puis alors, il y a eu une dernière péripétie, c'est que au cours de ses années d'exil, puisqu'il a dû quitter l'Allemagne nazie dès 1933, donc il est passé par plein de pays différents. Et finalement, en 1941, il a obtenu un visa pour les États-Unis. Et partant de Finlande, il a pris le transsibérien jusqu'à Vladivostok, il a pris le bateau, il est arrivé à Los Angeles. Et là, comme il y avait déjà pas mal d'intellectuels et d'artistes allemands qui étaient exilés à Los Angeles, il a décidé d'y rester, de ne pas aller à New York. Et comme les autres, il a essayé de gagner sa vie en vendant des scénarios aux studios hollywoodiens. Et là, ça s'est plutôt très mal passé, parce qu'apparemment les producteurs d'Hollywood ne comprenaient pas tout bien la distanciation, donc à chaque fois ça a raté ses tentatives, et la seule fois où un scénario de Brecht est vraiment devenu un film américain, ça a été Les bourreaux meurent aussi. Et c'est bien sûr que c'était parce que Fritz Lang était lui-même allemand, et qu'il avait une admiration infinie pour Brecht qui datait d'avant l'exil, enfin de l'époque de la République de Weimar. Les relations ont été tendues, enfin elles ont été très bonnes pendant tout un temps, et puis au moment où ils ont écrit le scénario, le synopsis, puis le scénario ensemble, et elles se sont tendues au moment du tournage parce que ils avaient écrit un scénario qui en fait aurait donné 3 heures de film.
Et donc Lang, tout seul, aidé par ses assistants américains, au fur et à mesure du tournage, a coupé le scénario. Mais il est quand même arrivé à un film de 2h20, qui est déjà long pour un film hollywoodien de cette époque. Mais Brecht, qui avait l'habitude de travailler avec des collaborateurs, qui n'avait rien contre le travail en groupe, avait quand même aussi l'habitude d'avoir toujours le dernier mot et d'être, quand il travaillait au théâtre, d'être le metteur en scène du spectacle. Et là, je crois qu'il s'est senti dépossédé, en fait. C'est-à-dire qu'il était content tant qu'il écrivait le scénario avec Lang, mais à partir du moment où le tournage a commencé, tout d'un coup, Lang était seul maître à bord. C'était lui le réalisateur du film, et Brecht n'avait plus droit à la parole. Et Brecht tenait beaucoup à certaines scènes qui ont été coupées soit pendant le tournage, soit au montage. Et il a été furieux de ça, de tout d'un coup de plus pouvoir tout diriger jusqu'au bout. Alors c'est intéressant parce que quand on quand on lit le scénario qu'ils ont écrit ensemble et ensuite quand on voit ce que Lang en fait à l'écran, on peut voir qu'ils ont pu écrire des choses en commun, mais qu'ensuite elles changent de sens par la mise en scène, en fait, cinématographique, par l'écriture filmique de Lang. Par exemple, il y a une scène qui est dans le scénario où on voit l'héroïne du film qui est prête à aller à la Gestapo de Prague pour dénoncer l'assassin de Heydrich. Et comme le chauffeur de taxi tchèque se rend compte qu'elle va aller dénoncer quelqu'un à la Gestapo, tout d'un coup, il fait partir la rumeur et c'est la population de Prague qui, de façon assez spontanée, arrête le taxi et l'empêche en fait de se rendre à la Gestapo. Et Lang et Brecht ont écrit la scène ensemble. Et dans le scénario, quand on lit ça, on a l'impression que c'est une scène qui montre la résistance spontanée de la population pragoise contre la terreur nazie, qu'il y a une espèce d'organisation collective du peuple voilà, qui se fait presque de façon immédiate pour agir. Voilà. Et ça, c'est ce que Brecht voulait montrer surtout, lui, d'après son journal et d'après ce qu'on sait aussi de ses positions et de ses textes. C'est-à-dire, il voulait montrer cette résistance du peuple sans l'intermédiaire d'une hiérarchie politique ou d'un... Bon. Or, Lang filme la scène telle qu'elle est écrite dans le scénario, sauf que sa façon de filmer, la scène finit par ressembler à la scène du lynchage dans Fury. C'est-à-dire qu'ils filment les gueules de cette population pragoise. Ils ont l'air tous complètement patibulaires, extrêmement violents. On a l'impression d'une foule hystérique qui s'en prend à la malheureuse héroïne. Et du coup, la scène change complètement de sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression d'une épopée de la résistance populaire. On a plutôt l'impression d'une foule hystérique en train de lyncher quelqu'un. Et donc là, on voit que, en fait, à partir du même matériau, du même scénario qu'ils avaient écrit ensemble, Brecht et Lang ne s'intéressent pas aux mêmes choses tout à fait et n'ont pas envie de montrer les mêmes choses. C'est-à-dire que Brecht avait tendance à se plaindre des invraisemblances du scénario qu'il avait dû écrire avec Lang, parce que lui, il était un peu acculé quand même, donc il devait faire des compromis. Lang lui disait « mais si, tu verras, ça marchera, c'est comme ça qu'on écrit les films américains ». Brecht râlait en lui disant « mais c'est complètement invraisemblable cette histoire ». Et finalement, Brecht avait tendance à capituler au moment de l'écriture du scénario, à faire des compromis, parce qu'il avait vraiment besoin de faire ce film pour pouvoir vivre ensuite. Mais dans son journal, bien sûr, qu'on a publié posthume dans les années 60, dans son journal, il râle autant qu'il peut contre ce genre de ficelle scénaristique. Et en même temps, ce que Brecht ne pouvait pas voir, et ce qui ne l'intéressait pas beaucoup peut-être, c'était que ces invraisemblances de scénario, elles ont une vraie fonction dans le cinéma de Fritz Lang. C'est-à-dire cette chaîne de dénonciateurs qui se met en place de façon pratiquement magique et spontanée, sans qu'ils aient eu réellement le temps de se concerter. Tout d'un coup, il y a une sorte de conspiration de toute la ville contre une personne pour arriver à le faire arrêter, pour en faire un faux coupable. C'est une situation qu'on trouve dans bien d'autres films de Fritz Lang, qui n'ont rien à voir avec la résistance tchèque.
C'est des situations de conspiration souterraine comme ça, où on fait passer un innocent pour un coupable ou un coupable pour un innocent. On trouve ça dans Scarlet Street avec Edward G. Robinson, on trouve ça dans Fury avec Spencer Tracy, on trouve ça dans Les Docteurs Mabuse, on trouve ça dans tout le cinéma de langue. C'est un thème récurrent. C'est-à-dire comment on fabrique la vérité, comment on fabrique le mensonge, à partir du mensonge, on peut fabriquer une vérité. Ça, c'est un thème très fort chez Lang qui est sans doute lié à sa conception même du cinéma. Comment on fabrique une fiction de toute pièce, comment on fabrique un mensonge de toute pièce. Et ça, c'était des questions qui intéressaient beaucoup Lang et qui n'étaient pas du tout des questions qui intéressaient Brecht. Brecht voulait plus faire un film sur vraiment la lutte contre les nazis et voilà. Alors, il a été très heureux de croiser Chaplin, qu'il admirait depuis tellement longtemps. Ça, c'est grâce à son compositeur attitré Hans Eisler, qui écrivait ses musiques de scène. Eisler était un compositeur de musique très, très brillant, et il a fait des musiques de films à Hollywood. Lui, il a fait une carrière beaucoup plus... et il a travaillé pour Chaplin. C'est lui qui a fait la musique du cirque, par exemple, pour Chaplin. Il a travaillé pour Renoir, donc Brecht a aussi rencontré Renoir par Hans Eisler. Il a fait des rencontres plus improbables, Groucho Marx par exemple, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont racontés. Ils étaient aussi très copains avec Johnny Weissmuller, l'acteur de Tarzan, parce que Johnny Weissmuller était viennois, comme la femme de Brecht, Hélène Weigel. Donc ils se connaissaient de l'époque. À cause de Hélène Weigel, qui était juive viennoise, Brecht fréquentait beaucoup plus les Austro-Hongrois que les Allemands à Hollywood, en fait. Il y avait toute la colonie viennoise, dont il était beaucoup plus proche que des vrais Allemands. Et alors Orson Welles, alors là c'est une histoire un peu à part, c'est que Brecht, pendant qu'il était en exil aux États-Unis, a vu les mises en scène de théâtre de Welles. Welles a fait beaucoup de mises en scène de théâtre avant de passer au cinéma. Et Brecht a immédiatement décidé que c'était le seul grand metteur en scène de théâtre américain et qu'il voulait absolument travailler avec lui et que seul Welles était capable de monter ses pièces aux États-Unis. Et ça devait se faire, c'est-à-dire ils se sont rencontrés, Orson Welles devait mettre en scène La vie de Galilée et ça a été annulé au dernier moment à cause d'un producteur véreux qui devait produire le spectacle et avec lequel Welles s'était brouillé et voilà. Mais alors, il y a des gens qui prétendent, ça c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, que quand Welles a tourné La Dame de Shanghai, en fait, c'était dans les mois qui suivaient sa rencontre avec Brecht. Et Welles aurait tourné toute la séquence qui se passe dans un théâtre chinois à la fin de La Dame de Shanghai, la course-poursuite dans le théâtre chinois, en hommage à un texte que Brecht lui aurait fait lire juste avant, qui est son texte sur l'art du comédien chinois. Voilà. Mais on ne peut pas le prouver, ça.